belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fali Ipupa? Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. Enfin, c'est jeudi de la session de mars 2023 à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Les élus nationaux se félicitent de l'adoption de plusieurs textes, dont le projet de loi sur la répartition des sièges. Il vise à réguler les secteurs du numérique, entre autres, endiguer la propagation des fake news, mais également mettre fin à la cybercriminalité. Les codes numériques officiellement présentés ce jeudi par le ministre des tutelles, Désiré Cachemire et Ebérande Kolongele. Les détails dans cette édition d'information. Les élèves de la 8e année de l'éducation de base en plein test des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle. 2 épreuves prévues pendant 2 jours et lancé par le ministre Tony Mwaba de l'enseignement supérieur secondaire et technique. Vous suivrez également dans cette édition d'information le contour des DRC Mining Week, le forum sur les mines qui se tient à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Bonsoir. Ouvrons ce jour-là par cette nouvelle, le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué une visite mercredi dans les chantiers devant abriter les 9e Jeux de la francophonie, entre autres les stades des Martyrs et Tata Raphaël. Objectif de la visite, c'est rendre compte du niveau d'évolution de travaux de réhabilitation des différentes infrastructures pour la bonne réussite de ces grands rendez-vous francophones. Cette descente s'inscrit également dans le souci de réussir cet événement dans le plus grand pays francophone au monde. Je l'ai dit dans les titres, vulgarisation de l'ordonnance loi présidentielle du 13 mars 2023 relative au code numérique. L'initiative est du ministre des tutelles Désiré Cachemire et Ebérande Kolongele qui s'est engagé dans cette démarche et dans cette campagne voulue à grande échelle. Objectif visé, présenter à la population congolaise les nombreuses innovations contenues dans le code numérique pour la République démocratique du Congo pour en tirer bénéfices et en prendre connaissance autant qu'est possible. Le 3 sur les contenus numériques fixe les pratiques. Plutôt que de l'avoir moisure dans les tiroirs, à défaut de la pousser dans l'oubli éternel de l'histoire. Une ordonnance du genre n'a de valeur que dans l'effectivité de son application. Une application voulue au quotidien comme le veut la loi en cette matière. Matière pas totalement maîtrisée par les communs de Congolais pour besoin d'éclairage. Cela conformément au programme gouvernemental au regard de la législation congolaise des technologies de l'information et de la communication telle qu'est régie par les normes internationales et au rythme de l'évolution technologique. Autant des points d'une importance capitale en rapport avec ces codes numériques en République démocratique du Congo. À s'appliquer aux activités et services numériques. Eh bien, dorénavant, quiconque est intéressé à créer des activités ou des services numériques, et ceux qui exercent déjà des activités et services numériques savent que la réglementation en vigueur dans notre pays prévoit des régimes auxquels obéissent, n'est-ce pas, ces activités et ces services. En termes de nombreuses innovations, il y a lieu d'épingler notamment la reconnaissance des droits intellectuels et industriels. Quelques innovations apportées par ce code. Eh bien, le code vient poser des règles claires sur la dématérialisation de l'administration publique. Assurer, eh bien,
le Code vient trancher sur cette question en conférant la valeur probatoire, n'est-ce pas, aux écrits électroniques. Pour rappel, le code numérique comprend 5 livres, notamment des activités et services numériques, des écrits, des outils électroniques et des prestataires des services de confiance liés à des contenus numériques. De pouvoir prendre la mesure de ces sanctions. Début ce jeudi du texte national d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a lancé ces épreuves destinées aux élèves de la 8e année primaire. Plus d'1,5 million candidats prennent part au test dans 5276 centres, dont 2 en dehors des frontières congolaises, à Luanda et Cabinda en Angola. C'est à l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, a lancé la 2e édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Test destiné aux élèves de 8e année de l'éducation de base. Les épreuves permettront de dégager le profil psychologique de chaque apprenant afin de l'orienter selon ses aptitudes dans le type d'enseignement organisé aux humanités. Je me réjouis de constater avec vous que l'année scolaire 2022-2023, qui court à son terme, malgré quelques soubresauts, a permis d'achever les contenus des matières inscrites au programme national de la 8e année. C'est donc, à juste titre, que les élèves de cette classe sont soumis à cette 2e édition du TENASOSP. Le ministre a appelé les élèves à plus d'assiduité avant de procéder à l'ouverture des plis des items, puis à la distribution symbolique à quelques élèves. Après Sainte-Rita, le ministre Tony Mwaba a pris la destination du complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Lemba. Sur place, il a effectué le même exercice tout en encourageant les élèves à bien s'appliquer. Plus d'1,5 million élèves de 8e année prennent part à ces tests, soit 43% sur l'effectif national de bleu-blanc. La première journée du texte d'orientation scolaire et professionnelle jugée abordable par les finalistes de la 8e année. Certains bleu-blancs ont été approchés à l'issue de l'examen au collège Saint-Joseph dans la commune de Lagomé. Le jeudi 15 juin 2023, en ouverture de ces tests nationaux sur l'ensemble du pays, les élèves ont tous été soumis aux mêmes épreuves, à savoir celles des mathématiques, la physique, la technologie et tout ce qui a trait selon certains d'entre ces élèves qui ont été interrogés. Aujourd'hui, nous avons fait l'examen de sciences physiques, technologie, mathématiques, l'arithmétique, la statistique et consorts. L'examen, c'était plutôt facile, c'était passable. C'était la question, on avait quoi posé, pourquoi les hommes doivent aller nager dans l'eau avec quoi? Une bonbonne de gaz pour respirer. C'est ça la plus facile des questions pour moi. En attendant que le résultat de ces textes ne soit un indice pour l'orientation de ces élèves, tous ont déjà a priori fait leur choix individuel et personnel en toute liberté pour la filière idéale. Parce que je suis plus fort en maths et puis à l'école, mon père veut que je reste à l'école. À l'école, là-bas, on n'a que scientifique et littéraire. Alors comme je suis fort en maths, je préfère rester en scientifique qu'aller en littéraire. J'ai plus un esprit de maths qu'un esprit littéraire. En principe, si ce texte a sa raison d'être, cette imposition des parents n'a pas sa raison d'être, sinon c'est un autre débat. Pour le reste, rappelons que le TENASOSP a été institué depuis 2022. L'objectif visé est de relever la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo.
Autre nouvelle, clôture ce jeudi au Parlement de la session de mars 2023. Session marquée notamment par l'adoption de plusieurs projets et propositions de loi dans les deux chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux se félicitent du travail réalisé durant les 3 mois de travaux. Certains élus sont restés sur leur soif quant à la non-examen de certains textes de loi. Rappelez secrétaire, l'Assemblée, le Parlement général va clôturer la session de septembre aujourd'hui. Les matières traitées, vous êtes satisfait par rapport au déroulement de la session? Je peux dire que je suis plus ou moins satisfait parce qu'on a quand même traité beaucoup de propositions et de projets de loi. Malheureusement, et cela devient un peu récurrent, tous ces exercices ne se font qu'en fin de session. Alors que pendant la session, parfois, il y a des moments où on ne se réunit pas toujours, pour diverses raisons. Et c'est à la fin où on est obligé de se réunir chaque jour et jusqu'à des heures tardives. Donc pour moi, je suis satisfait du point de vue législatif, un peu moins du point de vue du contrôle parlementaire. Et que dire des matières traitées? Les matières traitées, mais on a traité plus de propositions de loi et de projets de loi. Et un bon nombre est parti au Sénat en seconde lecture. Et par rapport à votre collègue Daniel Sabou, il a été invalidé ou comment? Par rapport aux conclusions de la commission qui a été mise en place pour statuer sur son problème. Mais je ne suis pas au courant que ces rapports aient été lus en plénière. Donc voilà, je ne sais pas. Merci beaucoup, honorable. Mais sinon, parmi les matières et les projets des lois, les propositions et les projets de loi examinés tout au long de cette session, est-ce qu'il y a une proposition qui vous a plu ou un projet de loi qui... Non, moi je suis déçu tout simplement du fait que jusque-là j'ai fait une proposition de loi contre les discours de haine, le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Et ça date du 16 septembre 2020. Jusqu'à ce jour, cette proposition de loi n'est jamais passée et cela me fait. Alors, je suis également inquiet du fait que nous avons pris l'habitude d'accorder au gouvernement des lois d'habilitation. Ceci est constitutionnel, certes, mais cela ne doit relever que de l'urgence. Et qu'est-ce qu'on entend par urgence? On doit entendre par urgence le fait que les matières que le gouvernement doit nous présenter pour l'habilitation doivent déjà avoir fait l'objet de projets analysés au niveau du Conseil des ministres. Il ne faut pas qu'un beau matin, à la veille de la session, à la veille de la fermeture de la session, que les ministres viennent avec des projets de loi, soi-disant pour habilitation. Ça, c'est usurper les attributions du pouvoir législatif, du Parlement. Donc pour moi, toutes les matières qui ont reçu habilitation hier, en dehors de la prolongation de l'état d'urgence, ne devaient pas bénéficier de l'habilitation. Parce qu'il n'y a pas d'urgence. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Bien avant d'aller en vacances, les députés nationaux ont adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Entre-temps, les députés membres de la commission aux relations extérieures ont auditionné pendant 2 jours les ministres de l'intégration régionale. Au menu de la séance, l'application et le suivi des accords et conventions signés par la République démocratique du Congo avec des organisations sous-régionales dont l'EAC, l'ECEAC, la CIRGL et la SADC. Commentaire. Durant 2 jours d'audition, soit du 13 au 14 juin, le ministre de l'intégration régionale a éclairé la lanterne des élus sur les différents accords signés par les gouvernements congolais avec les organisations sous-régionales, dont l'EAC et la SADC, pour la pacification de la partie est de la RDC. C'est le Antipas Boussanyamouissi, l'exécutif RD congolais, sous le leadership du chef de l'État Félix Tshisekedi, s'active dans tous les forums à exiger une condamnation du Rwanda. Je suis heureux d'avoir donné quelques éléments de compréhension à la représentation nationale, à la commission. Tout s'est très bien passé. Et là où je n'ai pas pu probablement apporter tous les éléments nécessaires, c'est un exercice institutionnel auquel je me soumettrai prochainement s'il le désire, parce que c'est un devoir et de la responsabilité. Vous savez, un État, c'est un agent de droit international.
Et il a besoin des accords pour continuer à exister dans le concert des nations. On a besoin de ces accords, on a besoin de revendiquer que les autres respectent ce qu'ils ont signé aussi. Et tous ne sont pas contre nous, hein. Il y en a qui nous soutiennent aussi fortement. Vous envoyez même parfois les effets. Donc on va rester à faire notre travail parce que c'est un travail de diplomatie, de coopération régionale, c'est ce que nous essayons de faire. Nous le ferons davantage jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Parce que c'est notre droit de défendre notre pays, de défendre nos populations meurtries. Vu la situation géographique de la République démocratique du Congo, le ministre de l'intégration régionale a demandé à l'Assemblée nationale, en sa qualité d'autorité budgétaire, de s'impliquer pour que les forces armées de la République et tout le système sécuritaire soient dotés d'un budget conséquent afin de mieux protéger les territoires nationaux. Pendant ces temps, à 24 heures de la clôture de la session de mars 2023, les sénateurs ont adopté en seconde lecture le projet de loi sur la répartition des sièges. C'était après l'audition des réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité aux préoccupations soulevées par les élus des élus. Au cours de cette séance plénière, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a répondu aux différentes questions des sénateurs sur le projet de loi portant répartition des sièges. Texte qui comprend également le nombre de sièges pour les territoires des Massissi et Rutshuru au nord Kivu ainsi que des Kwamoto Maindombe, des entités ou ces villes en sécurité. Peter Kazadi, qui a porté les projets de loi au Parlement, a eu de mots clairs affirmant la détermination du gouvernement de permettre aux Congolais de tous bords de voter. Le gouvernement de la République s'attelle à résoudre ces problèmes si haut énumérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous les statuts de leurs entités tels que retenus dans le présent projet de loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Le projet de loi a été déclaré recevable par les sénateurs, puis adopté séance tenante, question également de concourir à la tenue des élections dans le délai. Au cours de la même plénière, la Chambre des sages a également adopté la proposition de loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Dans le même chapitre, l'adoption de loi sur la répartition des sièges, malgré les boycotts des élus de l'opposition, augure un hold-up électoral. Réaction du secrétaire général du parti de Jean-Marc Kabunda. Kabunda, il a dit au micro de Josué Bangbazo et Galvatou Zolana. Le processus électoral au Congo souffre toujours de beaucoup d'ambiguïté. On a connu déjà 3 cycles des élections, mais avec celle que nous allons vivre là, elle risque aussi d'être chaotique. Puisque vu la manière dont d'abord le bureau a été constitué, les procédures d'enrôlement qui n'a pas vraiment respecté certaines normes et même la qualité des cartes qu'on nous a données pour que nous puissions les faire valoir, puisque vous savez, ces cartes actuellement, il y a beaucoup même, non seulement qui les ont perdues, mais ce sont des éléments qui s'effacent, donc le travail n'a pas été de qualité, là n'est pas trop le problème. La loi sur la répartition des sièges, qui est passée comme une lettre à la poste au niveau de l'Assemblée nationale, mais pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on apprendra encore que maintenant la CENI se livre encore à l'enrôlement des compatriotes au niveau des Kwamout. Et maintenant, quelle valeur donnerons-nous à cette fameuse loi sur la répartition des sièges? Puisque déjà là, il se pose un problème. Les fichiers, l'audit du fichier, les timings accordés, parce qu'on peut beau dire que l'expertise extérieure n'a pas été consultée, mais les temps qu'il a fallu pour avoir un travail digne de ce nom n'a pas été respecté. Bref, nous sommes partis pour des élections chaotiques, mais qu'à cela ne tienne, l'Alliance pour le changement, nous nous alignerons aux élections, puisque pour nous, nous avons dit au 20 décembre, s'il n'y a pas des élections, le peuple se prendra en charge.
Et de son côté, les députés provinciaux Edi Yei Molangi réaménage sa fondation pour réaliser davantage d'œuvres sociales en faveur de Quinoises et Quinois. La structure compte désormais des équipes communales pour les districts de la Funa. Les responsables présentaient l'élu provincial de Ngiringiri quelques heures avant l'inauguration d'un pont, toujours dans la commune de Ngiringiri. Images et commentaires. Plusieurs personnes réunies, nous sommes au terrain Bondo dans la commune d'Ngiringiri où les superviseurs de la FIM, Fondation Yeli Molangi Edi, a officiellement présenté les équipes communales pour la district de la Funa. La FIM a commencé son réaménagement par la Funa avant d'installer des structures communales dans d'autres districts de Kinshasa, le tout dans l'objectif de réaliser plus d'actions sociales en faveur de Quinoises et Quinois. Les membres des équipes communales de la Fondation ont été appelés à mener à bien leur mission dans le sens de porter haut les noms de la Fondation et de son président, Edi Yeli Molangi. Faisant d'une pierre deux coups, l'élu d'Ngiringiri accompagné de ses sympathisants a pris la direction de l'avenue Kenge où est jeté sur les cours d'eau qui traversent cette rue un pont de fortune comportant d'énormes risques pour les populations du coin. Sur place, à quelques mètres de l'avenue des Libérations ex-24 novembre qui sépare la commune d'Ngiringiri à celle de Bandalungwa, le président de la FIM a posé la première pierre de construction d'un nouvel ouvrage de qualité. Juste après, il a été inauguré le pont construit sur fonds propres et jeté sur le même cours d'eau, mais cette fois-ci sur l'avenue Bondo. C'est sous une bonne ambiance que les députés Edi Yeli s'est séparé des centaines de personnes qui l'accompagnaient. Lubumbashi, la capitale du cuivre, vibre au rythme de la 3e édition des DRC Mining Week, officiellement lancé mercredi. Les grands bals d'affaires réunit différents opérateurs et experts dans les secteurs des mines, les tout autour du thème reconnaître les trophées et les victoires de l'industrie minière du Congo sur les terrains et en dehors. Reportage de notre envoyé spécial Rachel Kitsita. De profiter du beau climat de Lubumbashi, je déclare ouvertes les assises du DRC Mining Week 2023. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'industrie minière congolaise, je vous remercie. Et c'est parti pour la 3e édition de la DRC Mining Week au Pullman de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Cette année, ils sont plus de 7000 visiteurs à s'être annoncés pour participer à ce forum qui compte à peu près 900 conférenciers. La DRC Mining Week réunit les opérateurs du secteur minier, mais également tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production minière. Cette année, la conférence se tient sous le thème « Reconnaître les trophées et les victoires de l'industrie minière du Congo sur le terrain et en dehors ». Au cœur de la Chambre des mines, la question de la sous-traitance. Et Louis Watoum s'en est largement apaisanti. La sous-traitance. Il est vrai qu'on est loin du compte aujourd'hui lorsqu'on voit la misère qui entoure la quasi-totalité de nos sites miniers. Le point de vue largement partagé par la communauté des sous-traitants locaux est que les sociétés principales, à 90%, ne respectent pas la loi sur la sous-traitance, condamnant ainsi les sociétés nationales ou locales à une concurrence déloyale dans laquelle les grands contrats continuent à être gagnés par les sociétés étrangères à leur détriment. Que veulent les sous-traitants? Ils veulent une transparence dans la publication des marchés et l'octroi des contrats. Ils sollicitent une augmentation du portefeuille des marchés attribués aux sociétés congolaises, et ce dans le respect de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Ils sollicitent également l'octroi des contrats à long terme, plutôt que des commandes spontanées. Cependant, selon les sociétés principales, du moins celles qui sont disposées à montrer leur chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises de sous-traitance locales, le train est bel et bien en marche pour la création d'une classe d'affaires congolaise
tel que souhaité par le président de la République, chef de l'État. Mais il y a cependant des entreprises qui sortent du lot et qui reçoivent des félicitations de la Chambre des mines. C'est vrai qu'Amo est un bon élève, par le nombre élevé des sous-traitants locaux avec lesquels il traite. Il y a Kibali, il y a KCC, il y a Moumi, il y a TFM. Sont nombreuses ces entreprises qui sont également toutes engagées dans la même voie et ont su créer à ce jour quelques vrais millionnaires congolais. La DRC Mining devient la plateforme incontournable sur les investissements dans le secteur minier et le gouverneur du Haut-Katanga annonce des bonnes nouvelles pour sa province. La DRC Mining Week offre une grande tribune entre divers acteurs qui interagissent avec les secteurs miniers. De l'énergie verte vers laquelle se tourne résolument le monde, jusqu'aux biens et services qui sont axés sur la conscience climatique, la province du Haut-Katanga est bel et bien partie prenante de l'urgence écologique. Comme vous le savez sans doute, le Haut-Katanga, avec ses ressources, fait partie de la solution congolaise à la transition énergétique mondiale. Notre province va accueillir ici une usine de montage et d'assemblage de batteries pour les véhicules électriques. L'usine sera installée dans la zone économique spéciale RDC-Zambie. L'événement mobilise du monde. Depuis la matinée de ce mercredi, ils sont des centaines à visiter les différents stands. Vous avez fait un peu la ronde de sport? On est toujours en cours. Quelle est l'impression que vous avez de ces là où j'ai visité, je trouve en général que c'est une bonne idée. Ça me permet personnellement d'apprendre certaines choses sur certaines choses que je vois, que je connais, mais je ne sais pas comment ça marche exactement. Alors là, c'est l'occasion, c'est toutes les questions possibles de faire vraiment connaissance avec les fonds des Il y a aussi les provinces qui sont venues étaler toutes les richesses de leur sous-sol. Parmi ces provinces, la province de Olomami. Nous sommes venus exposer ce que la province possède, donc toutes les opportunités nécessaires. Chez nous avons le minerai stanifère, donc les minéraux de 3T, la cassiterite, le coltan et les tungstènes. Nous avons de l'or, nous avons de la malachite. Pardon? Nous avons aussi de l'argent. Nous avons le quartz. Donc la province elle est ouverte à tout le monde. C'est pourquoi nous sommes venus exposer et pour attirer un peu les investisseurs chez nous. Est-ce que les conditions d'investissement sont favorables dans la province? Oui, c'est très favorable avec la politique de son excellence Madame la gouverneure de l'Olomami, honorable docteur Isabelle. Je crois que toutes les portes de la province sont ouvertes à tout le monde. Ouvert ce mercredi 14 juin, la 3e édition de la DRC Mining Week se clôture le vendredi 16 juin 2023. Madame, Monsieur, ça n'est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois
lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.